Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, on va revenir sur l'édito qu'on a publié le week-end dernier au sujet des révélations, donc avec pas mal de guillemets, mais du livre La Meute, qui a été publié sur le fonctionnement interne de la France Insoumise et qui a vraiment défrayé la chronique. Alors dans l'édito, on parlait beaucoup du traitement médiatique, c'est-à-dire de cette façon un petit peu fascinante dont tous les titres de presse, y compris les médias indépendants, ont fait un article dans les 24 heures montrant un certain nombre d'extraits de ce livre, insistant sur un certain nombre de dimensions. Il y a eu des émissions organisées dessus, sur la 5, sur BFM TV. Donc nous, on a beaucoup commenté cet emballement médiatique qui nous semblait effectivement excessif. Déjà, parce qu'il y a déjà eu des éléments sur le fonctionnement de la France Insoumise, sur Jean-Luc Mélenchon, il y en a à peu près toutes les 2 semaines. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment l'ensemble des médias peuvent créer un événement par la répétition. Et ça, c'est vrai que ça nous interpelle, parce que nous, on n'a pas du tout le même fonctionnement. En gros, quand il y a une actualité, on se demande si on a quelque chose de neuf à dire dessus, si on a un angle à apporter. C'est vrai que c'est pas la question que se posent les grands médias. Eux, en fait, ils vont répéter la même information, parfois de la même manière, avec le même angle. Et ça aboutit, en fait, à une sorte, d'emballement quand même, hein, et même d'effet de meute, on peut le dire, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que toute une partie du champ journalistique s'y est mis. Tous les commentateurs et éditorialistes ont rajouté leur grain de sel, jusqu'à un dérapage, celui du président d'honneur de la LICRA, qui a comparé Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels, donc qui est le chef de la propagande nazie. Ça nous choque, on a eu l'occasion de le dire dans l'édito, ça nous choque d'autant plus qu'il y a eu quand même une manifestation néo-nazie à Paris ce week-end. On a montré l'effet d'opportunité politique qu'il y avait à taper sur la France Insoumise. Cet effet d'opportunité, on peut dire qu'il est de 2 ordres. D'un côté, il s'agit de diaboliser la France Insoumise pour dédiaboliser le RN et faire en sorte que finalement toute une partie de la bourgeoisie se sente à l'aise avec l'idée de soutenir l'extrême droite, qui clairement est affichée sous un jour moins défavorable en ce moment que la gauche de la France Insoumise. Et puis ensuite, il y a un autre effet encore plus politicien, c'est que toute une partie de l'enjeu des macronistes est de rallier à eux les socialistes et la gauche modérée. Et pour pouvoir les rallier à eux, il faut montrer que la France Insoumise, c'est un parti dangereux, d'extrême gauche, antidémocratique, etc., etc. Alors, il y avait beaucoup de gens qui ont commenté l'édito en ne niant pas cet aspect des choses, c'est-à-dire, certes, il y a bien un matraquage des médias appartenant aux capitalistes, des médias proches de Macron, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à la France Insoumise. Et je pense qu'on est d'accord avec ça, et on va revenir là-dessus dans cette vidéo en élargissant à une analyse plus structurelle du problème des partis politiques et de l'engagement politique et citoyen en général, du point de vue des violences et des inégalités que ça engendre. Alors, la question, c'est est-ce que ce livre, qui s'appelle La Meute, qui a été écrit par 2 journalistes, à l'issue, on nous dit, de 2 ans d'enquête, est mensonger? Beaucoup de gens nous ont dit que l'édito disait ça. Alors l'édito ne dit pas ça, même si cette semaine, au moment de sa sortie, il y a eu quand même aussi beaucoup de gens à la France Insoumise ou de cadres de la France Insoumise qui ont montré que certaines allégations étaient fausses, ou en tout cas qui ont apporté un avis divergent. D'autres ont relevé le fait que dans ce livre, le point de vue qui était très représenté, c'était celui de gens qui sont en opposition à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'était des anciens alliés qui sont partis ou qui se sont fait exclure, etc. Donc ont des motifs, on va dire, personnels et politiques de dresser son portrait d'une certaine façon, et celui de la France Insoumise au sens large. Ce sur quoi on a insisté dans l'éditorial, et qui est vraiment important, et qui n'est pas simplement une façon de botter en touche, c'est que les choses qui sont décrites dans ce livre, c'est-à-dire essentiellement de la violence verbale, des stratégies d'exclusion, un manque de démocratie interne, c'est-à-dire le fait qu'il y ait surtout une tête du mouvement qui décide sans vraiment consulter les autres, ça c'est quelque chose qu'on observe dans tous les partis politiques. Et c'est important de le dire, parce que sinon, on va pas comprendre la nature de cette violence. Si on a l'impression que la violence dans la politique, c'est juste le fait de personnalités particulièrement perverses, particulièrement méchantes, particulièrement des types psychologiques, ça serait Jean-Luc Mélenchon, qui aurait peur de passer la main, ça serait Sofia Chikirou, qui serait une femme de l'ombre, etc., etc., on va pas aider. C'est-à-dire on va pas aider ni les victimes, et on va pas surtout aider à la démocratisation et à un meilleur fonctionnement de la vie politique, en particulier à gauche. En fait, vraiment, faut le dire, ce qui est décrit dans le livre, les logiques qui sont décrites, on les trouve absolument partout, et parfois, même souvent, en pire.
Quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, il a fondé un mouvement politique qui est entièrement dédié autour de sa personne, qui portait ses initiales En Marche, comme Emmanuel Macron, et où les militants étaient de simples communicants, ils les appelaient même des helpers, c'est-à-dire des sortes de gens qui affichent des pancartes, qui applaudissent au bon moment pendant ses meetings, etc., etc. Ça, c'est les partis d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est un parti où il y a des coups de pression, il y a des violences, il y a eu de la violence, y compris physique. Si on regarde le Front National, bon là c'est encore un autre niveau. Le Front National, c'est un clan familial. Clan familial dans lequel on entre par alliance. C'est-à-dire que les gens qui sont influents au Front National, au Rassemblement National, c'est des gens qui sont membres de la famille Le Pen par alliance ou qui sont des amis très proches. Il n'y a aucune velléité de démocratisation de quoi que ce soit dans le Rassemblement National. Bon, on pourrait dire que c'est normal puisque c'est congruent avec leur idéologie. Mais si on regarde du côté de la gauche, bah, c'est la même chose. Il y a des articles qui sont sortis, par exemple, sur le fonctionnement de Place Publique, qui est le parti de Raphaël Glucksmann, qui est vraiment un parti dont beaucoup de gens l'ont quitté, déçus, en disant que ce qui était affiché au début à Place Publique, c'est-à-dire ça serait un parti très démocratique où tout le monde pourra participer, se vérifie pas du tout. Raphaël Glucksmann, c'est quelqu'un qui prend toutes ses décisions. Il y a de la violence, il y a de l'exclusion, etc., etc. C'est pareil, on pourra en reparler tout à l'heure, hein, quand on regarde le parcours de quelqu'un comme François Ruffin, c'est pas un grand démocrate dans sa façon d'agir avec les autres. Et puis, les exemples qui sont affichés, souvent, c'est l'exemple des partis plus traditionnels, comme le Parti Socialiste, par exemple, qui ont des organes de démocratie interne, qui ont des échelons, qui ont des titres de secrétaire, de section, de machin, toutes ces personnes sont élues, il y a des grands congrès, mais ça, pour le coup, tous les journalistes le savent, hein. La démocratie interne au PS, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soumettre à énormément de caution. Le fait qu'il y ait des instances dites démocratiques n'empêche pas qu'elles soient confisquées par un certain nombre de personnes, et c'est exactement ce qui s'est passé au PS, comme dans beaucoup de partis qui se réclament de forte démocratie interne. C'est-à-dire c'est des structures qu'on peut détourner, qu'on peut utiliser. On y reviendra. Pour revenir au cas de la France Insoumise. Au-delà de ce livre, nous, on a nos propres échos, on a nos propres sources. Évidemment, comme on est un média de gauche plutôt radical, il y a beaucoup de gens qui sont sympathisants de la France Insoumise, beaucoup de gens de militants de la France Insoumise qui nous lisent, c'est un secret pour personne, et aussi d'ex-salariés de la France Insoumise, d'ex-assistants parlementaires. Nous-mêmes, dans l'équipe, on est un certain nombre à avoir déjà travaillé pas loin de la France Insoumise. Moi, j'ai travaillé 2 ans à l'Assemblée nationale, entre 2017 et 2019, c'est important de préciser. Donc en fait, on sait que tout n'est pas rose à la France Insoumise, on sait que c'est un mouvement politique qui a des formes compliquées, qui a pu générer de la violence psychologique. On a vu des gens en souffrance, on a reçu des témoignages de gens en souffrance, que ce soit parce qu'ils étaient salariés de la France Insoumise ou de ses députés, ou bien parce qu'ils étaient militants et qu'ils ont été déçus, qu'ils ont subi des conflits interpersonnels. Bref, que toute leur énergie très dédiée à une cause a été un peu laminée par l'organisation dans laquelle ils ont évolué. Et ça, c'est une réalité. Et maintenant, on va en parler, mais l'objectif ici, c'est d'en parler de façon structurée, c'est-à-dire de comprendre les causes profondes de tout ça, et pas simplement d'en rester à la surface de un tel se comporte mal, un tel est méchant, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnalités particulièrement peu ragoûtantes ou avec qui on n'a pas envie de frayer à la France Insoumise comme ailleurs. Mais en fait, si on en reste à l'explication personnelle, on n'arrivera à rien. Et on voit bien que l'intention du livre, par exemple, c'est pas d'avoir une compréhension structurelle de ce qui fait que les partis politiques sont des endroits violents, mais c'est bien la volonté de participer à une campagne de dénigrement, et donc on va essayer de sortir de ça. Donc en fait, les organisations politiques, et on pourrait aussi parler des organisations syndicales, et alors on pourrait aussi parler des organisations associatives, force est de constater, en 2025, que ce sont des endroits où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de maltraitance, les gens se parlent mal, se traitent mal, et ça a des conséquences, et la première des conséquences, c'est en fait le fait que le nombre de militants dans ce pays a fondu considérablement. C'est-à-dire que vraiment, par rapport aux années 70-80, il y a beaucoup moins de gens qui agissent dans des partis politiques, et il y a beaucoup moins de gens qui même se sentent proches des partis politiques. Donc c'est cette réalité qu'il faut regarder en face. Et la violence qui y règne est une des explications. C'est pour ça qu'il ne faut pas effectivement balayer le sujet d'un revers de main en disant autour de ce livre, il n'y a pas de sujet. Alors nous, c'est juste qu'on n'a pas envie de commenter ce livre parce qu'on estime qu'il a été écrit de façon très opportuniste et qu'il ne cherche pas du tout à résoudre cette question-là. Mais nous, on aimerait bien essayer de l'aborder, et je pense qu'on l'aborde un peu dans nos différents articles, on l'aborde au sujet du syndicalisme, on l'aborde au sujet du monde associatif également. Alors,
Moi, je dirais, il y a des articles, moi, je dirais, il y a des livres qui n'ont pas défrayé la chronique et qui pourtant ont apporté des éclairages et des informations beaucoup plus intéressantes sur ce qui se passe dans les partis politiques, y compris à la France Insoumise. Ces livres, en fait, c'est pas des livres révélations, c'est pas des livres bien insérés dans le champ journalistique, et donc en fait, on leur a opposé une indifférence totale. Donc je vais y aller de façon du plus récent au plus ancien. Donc déjà, il y a ce livre de Johanna Silva qui s'appelle L'amour et la révolution. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs livres sur ce que l'engagement politique peut faire aux gens et comment l'engagement politique peut aussi les abîmer très fortement. Johanna Silva, elle a été compagne et aussi bras droit de François Ruffin du moment où il était rédacteur en chef de Fakir au moment où il a été élu député en 2017. Alors ce livre, moi j'étais étonné finalement qu'il fasse pas le tour des plateaux, mais aussi parce que François Ruffin c'est une personnalité moins détestée par la classe médiatique que Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons qu'on a eu l'occasion de commenter ici. Mais n'empêche que ce qu'elle décrit, c'est quand même une relation déjà toxique sur le plan personnel. Et puis, ce qu'elle analyse aussi, c'est la façon dont quelqu'un comme lui fait partie de ces hommes politiques qui ont un très gros ego, qui sont persuadés d'être investis d'une mission essentielle, qui sont persuadés d'être irremplaçables, et qui pour ça ont besoin d'une logistique. Voilà. Et lui-même assumait que les gens qui travaillaient avec lui, c'était la logistique, c'était l'intendance. Et elle, en fait, c'était vraiment l'intendante de Fakir, et ensuite l'intendante de son cabinet. Et elle raconte ça, elle raconte aussi à quel point cette logique-là, elle est liée à des logiques sexistes. C'est-à-dire que plus souvent, c'est les femmes qui vont s'occuper du soin aux autres, de l'organisation, de l'administratif, et les hommes qui vont être dans les idées, dans les grands discours, dans la stratégie, etc., etc. Ce livre, il est vraiment très intéressant pour ça. Et voilà, encore une fois, il n'a pas fait le tour des plateaux. Il y a un autre livre dont on pourrait parler, c'est le livre de Manuel Cervera-Marsal, qui est un sociologue, qui a fait lui aussi une longue enquête sur la France insoumise. Alors ce livre, c'est une petite bible, il est très très intéressant, il s'appelle Le populisme de gauche. Il a été publié, il est plus ancien, il a été publié en 2021. Et là, lui, il a vraiment une analyse compréhensive de cette forme particulière qui est la forme mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, le mouvement comme la France Insoumise, c'était une tentative de réponse à la façon dont les partis politiques déprimaient tout le monde. C'est-à-dire qu'on a dit, on va faire un engagement plus souple, avec moins d'instances, moins de blabla, moins de paperasse, et les gens pourront agir directement. Et dans son livre, Manuel Cervera-Marsal, il montre qu'effectivement, c'est le cas. Les militants de la France Insoumise, contrairement à des militants d'autres partis, c'est des gens qui ont une grande autonomie. Ça, le livre La Meute le dit pas. Mais c'est vraiment, quand on est militant de la France Insoumise, on n'a pas de carte. Donc, quelque part, notre niveau d'engagement, c'est nous qui le définissons et on peut mener plein d'initiatives. C'est le cas, par exemple, des militantes, principalement des femmes d'ailleurs, de la France Insoumise dans ma ville, qui organisent plein de choses, qui participent à énormément de collectifs différents, sans avoir besoin de rendre compte à des secrétaires de section, etc., etc. Donc ça, il montre ça, il y a une vraie liberté. Par contre, il montre aussi que oui, en termes de prise de décision au niveau national, il y a bien un petit groupe qui monopolise ces décisions, avec quelque chose qui ressemble à une société de cours. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est aussi comment on est introduit, comment on existe au niveau national, etc., etc. Mais je dirais, ces explications à lui, elles sont sociologiques, et donc forcément, un livre comme ça, c'est beaucoup moins facile à traiter en 4 heures, comme a été traité le livre La Meute par l'ensemble des rédactions de France, parce que c'est un livre qui donne des explications structurelles au phénomène. Et puis, pour élargir, il y a un autre livre qui est vraiment très très bien, c'est du sociologue Raphaël Chalier, ça s'appelle « Simple militant, comment les partis démobilisent les classes populaires ». Et pour moi, en fait, il montre un truc qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que les partis politiques, avec leur violence, avec leur logique interne, avec leur logique de cours, qui encore une fois ne sont pas le monopole de l'AFI, je le répète, en fait démobilisent les gens, et pas n'importe quels gens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce mode de fonctionnement, à base de réunions, à base de prise de parole, d'envolées lyriques, de coups de pression, etc., il favorise un certain profil social et il en défavorise d'autres. Et Raphaël Chalier, il a fait une longue enquête, lui aussi, beaucoup plus longue, où en fait, il s'est mis à suivre des militants, donc dans des partis de droite, à l'époque c'était l'UMP, au RN et au PCF. Et en fait, il montre comment, donc là on est vraiment sur des partis plus traditionnels que l'AFI sur leur structuration, que toutes ces instances, tout ce jeu qui nécessite énormément de temps, donc déjà ça nécessite du temps de faire partie d'un parti politique très structuré, et puis ça nécessite aussi des capitaux, les capitaux culturels, donc par exemple la capacité à bien parler, à mobiliser les bonnes références, montrer qu'on fait bien partie de cet univers-là, etc. En fait, il exclut
notamment les personnes qui sont ouvriers et employés, et a fortiori, il exclut les personnes qui sont des quartiers populaires. Donc en fait, il y a une sorte de tri qui est social, mais qui est aussi du coup un tri racial, parce qu'en fait, il y a plein de gens qu'on ne voit pas dans les partis politiques. Et ça, moi je trouve que c'est très intéressant cette analyse, et c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que quand on est de gauche, on se dit qu'on veut transformer la société. Pour transformer la société, il faut des organisations qui nous permettent d'agir sur le réel, de rassembler les gens, de leur donner voilà, une structure, un sentiment d'appartenance, notamment de classe, si on parle des questions de classe, même s'il n'y a pas que ces questions-là. Et pour ça, il faut des organisations. Et le problème, c'est que quand ces organisations elles-mêmes, en fait, produisent des logiques qui excluent les personnes des classes laborieuses, en fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Et pour moi, la France insoumise et la forme mouvement, c'est-à-dire cette forme gazeuse avec moins d'instances, ça a été une tentative pour résoudre ça. C'est-à-dire de dire, vous pouvez vous engager sans y va passer toutes vos soirées, sans aller à des réunions à rallonge, etc. Mais en fait, malheureusement, même dans la France insoumise, il y a des logiques qui favorisent certaines catégories de la population. On pourrait dire les étudiants, on pourrait dire de façon pas tant caricaturale que ça, parce que beaucoup de députés de la France insoumise l'étaient, des professeurs. Parce que quand on est prof, alors nous on dit souvent, les profs, attention, c'est pas la grande bourgeoisie, mais par contre, c'est un certain habitus, une certaine façon de se comporter qui est congruent avec le militantisme. C'est-à-dire, par exemple, le fait de savoir parler en public, le fait de savoir présenter ses arguments à un groupe, le fait de ne pas avoir le trac quand on parle à des gens. Bon, bah, c'est sûr que ça favorise certains types de métiers au détriment que d'autres. Ces formes aussi, et moi c'est ce que je rajouterais, c'est que ça favorise aussi un certain parisianisme, c'est-à-dire que ces partis très centralisés, c'est le cas de l'AFI, mais c'est aussi le cas des écolos, c'est aussi le cas du PS, produisent des organisations où tout se passe à Paris, finalement, pour ce qui est de la politique nationale. Ensuite, il y a des barons locaux, etc. Il y a de la politique locale, particulièrement dans le cas du PS, qui n'est pas des plus favorables toujours. Mais globalement, il y a aussi un critère de sélection géographique quand on veut jouer un rôle politique. Il y a un critère de sélection par le diplôme. On voit qu'à la France Insoumise, et ça, c'est Manuel Savera-Marsal qui le montre bien, le profil des cadres de l'AFI, parmi la jeunesse de l'AFI, c'est vraiment des gens diplômés, notamment qu'on fait Sciences Po. Donc voilà, tous ces éléments-là de comment les partis démobilise, exclut les classes laborieuses, pour moi, c'est vraiment le point central sur le plan stratégique et sur le plan politique. Et en la matière, la France insoumise n'a pas toute seule réussi à résoudre cette équation. Alors, je voudrais faire quand même une exergue sur un gros problème sur lequel on a reçu beaucoup de témoignages et qu'on connaît très bien. C'est celui de la maltraitance salariale, cette fois-ci. C'est-à-dire que ces organisations, France insoumise inclus, mais c'est aussi les syndicats, c'est aussi et surtout les ONG, pour fonctionner, elles ont besoin de salariés, ou en tout cas, elles ont fait le choix d'avoir besoin de salariés, qui parfois, du coup, prennent beaucoup de place par rapport aux bénévoles, et ces salariés-là, ils sont très maltraités. Et il y a vraiment une souffrance spécifique des salariés en milieu engagé, que ce soit politique, syndical ou associatif. Et ça, c'est vraiment un problème dont parfois j'ai l'impression que tout le monde se fout, mais qui nous met vraiment en rage parce que là, la contradiction, elle est totale. Et pour moi, c'est même une des explications quand on dit pourquoi la gauche parle pas assez du travail. Mais parce que la gauche, la tête de la gauche, c'est des employeurs et c'est des mauvais employeurs. Et ils ont toujours pas pris ce problème à bras le corps. France insoumise inclus, c'est-à-dire que c'est encore des secteurs, les milieux engagés, où on observe des gens qui font des surtravails, où on observe des hiérarchies très cassantes, où il y a des humiliations, des burn-out, de la violence verbale. Et ça, il y a plusieurs explications, là encore, qui sont pas liées à des personnalités toxiques uniquement, mais d'abord des rapports hiérarchiques qui sont niés, donc ils sont très pernicieux. C'est-à-dire que c'est vraiment des ambiances où on va dire, non, on se bat tous pour la même chose, on est tous camarades. Oui, mais n'empêche que si on veut améliorer ses conditions de travail, il faut s'affronter avec ses supérieurs. Il faut montrer qu'il y a des antagonismes entre nous. Il faut montrer que d'un côté, il y a des députés qui gagnent tant, et il y a des collabs qui gagnent tant, que d'un côté, il y a des politiques qui gagnent tant, et de l'autre, des petites mains qui sont en stage ou en service civique, etc. Enfin, faut remettre à jour ces antagonismes pour pouvoir se battre pour ces conditions de travail. Or, ils sont en permanence niés. Ensuite, il y a des contre-pouvoirs qui sont faibles pour la même raison. C'est-à-dire que du coup, les salariés de l'associatif ou de la politique, ils vont pas facilement syndiquer. Parce que ils sont pris dans un univers où
faut quand même participer. Et puis aussi, ça c'est quelque chose dont je parle dans l'édito, bah, la politique, ça produit des ambitions, ça produit des ambitieux. C'est pas grave en soi, mais en fait, quand on veut parvenir dans une organisation, eh ben, on va pas vraiment lutter, on va pas trop élever la voix. On va s'écraser jusqu'à ce qu'on obtienne des postes de pouvoir, qu'on devienne député, etc., etc. Et le problème, c'est qu'à ce jeu-là, bah, il y en a beaucoup qui sortent complètement esquintés, et c'est vraiment de l'énergie gâchée, encore une fois, hein, parce que des gens engagés politiquement, qui ont envie de se dédier à ça et qu'on les ressource pour, il n'y en a pas tant que ça dans ce pays. Donc si en plus on les broie psychologiquement en les maltraitant, bah, on a vraiment un gros souci. Voilà. Et ça, c'est vraiment un énorme problème, et je vois aucune organisation qui le prend sérieusement à bras-le-corps. C'est vraiment quelque chose qui est balayé d'un revers de main, comme un truc de l'ordre de pas grave, il y en a plein d'autres qui attendent l'opportun. Bah oui, mais au bout d'un moment, il y en a de moins en moins aussi. Alors maintenant qu'on a fait toutes ces critiques, on va nous dire, bah oui, bah, c'est bien gentil, et toi, comment tu fais, comment vous faites, c'est quoi la frustration, ce que vous proposez? Nous, notre réflexion, elle s'articule des choses les plus concrètes et petites aux choses les plus grandes. C'est-à-dire que les choses les plus concrètes et petites, j'ai envie de dire, c'est vraiment comment on se comporte les uns avec les autres dans le militantisme et dans l'engagement en général. Bon, il y a deux choses hein, que je constate, que j'ai constaté. Moi, j'ai été militant à l'extrême gauche. Alors là, le niveau de violence, il est quand même parfois démentiel. Hein. Moi, c'est vraiment à l'extrême gauche que j'ai vu des gens s'intimider physiquement, par exemple. Donc, du coup, j'ai été militant à la France Insoumise. Je connais des gens qui sont militants ailleurs, etc. Et à travers la frustration, on reçoit des témoignages de gens qui sont dans ces univers-là, même si je pense qu'on est plus lu par des non-militants que par des non-militants, mais ça, c'est une parenthèse. Donc moi, c'est vraiment comment on fait des organisations qui sont accueillantes et accueillantes envers toutes ces catégories sociales. Et je parlais des réunions trop longues, c'est un peu mon obsession, parce que vraiment, quand des réunions durent de 20h à minuit, ce que j'ai vu plusieurs fois, bon, on exclut toutes ces personnes qui ont des impératifs familiaux, toutes ces personnes qui ne peuvent pas rester concentrées dans une salle surchauffée pendant 4 heures, c'est-à-dire beaucoup de gens en fait, beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait de prendre la parole en public, c'est-à-dire énormément de gens aussi, et toutes ces personnes qui ont des horaires de travail atypiques, et vraiment, les horaires de travail atypiques, ça augmente. Hein. Il y a 2 fois plus de gens qui travaillent de nuit, par exemple, en France, par rapport aux années 90. Donc voilà, il faut que les organisations, elles s'adaptent aussi à la vie des gens. Donc la réunion trop longue, c'est non, par exemple. Moi, je fais partie d'un collectif de lutte contre l'extrême droite dans ma ville. Nous, les réunions, c'est toujours 2 heures max, quelle que soit la réunion. Et on s'y tient. En fait, fixer une heure limite, c'est aussi une façon de pousser tout le monde à être concis, à pas s'écouter parler, etc., etc. Donc ça, c'est très important. C'est aussi être accueillant. On voit bien qu'en fait, moi qui ai été à la fois militant associatif, militant politique, aussi militant syndical, et souvent quand on essaie d'arriver, qu'on est un nouveau venu, c'est rare que quelqu'un vienne vous voir, vous accueille, vous explique le fonctionnement, parce qu'en fait, les gens sont tellement pris dans des logiques d'affrontement interindividuels qu'ils sont plus là à essayer de se battre contre tel camarade qui veut briguer telle investiture, que d'accueillir des nouveaux venus. Et moi, j'ai vu peu d'organisations accueillantes dans ma vie. La France Insoumise, en 2017, c'était une organisation assez accueillante, par exemple, où il était facile de venir aider, de donner un coup de main, etc. Et je crois que c'est souvent le cas pour la France Insoumise au niveau des échéances présidentielles, qui sont vraiment le moment où il se passe le plus de trucs. Mais donc, ça voilà, travailler sur les petites choses, il me semble qu'elles ne sont pas assez travaillées. Et que je crois aussi qu'il y a toute une critique féministe de l'engagement qui a émergé. Je pourrais pas citer toutes ces autrices, mais je pense par exemple à Camille Test, qui a beaucoup travaillé sur la question du bien-être, comment c'est à la fois récupéré par le capitalisme et comment à la fois c'est une valeur qu'on devrait prendre à bras-le-corps quand on est de gauche. J'ai le bouquin de Léane Alestra sur les femmes d'extrême droite, et dans sa conclusion très intéressante, elle dit par exemple qu'on doit passer d'une culture de la vigilance, donc vraiment ce qu'essaie de semer l'extrême droite, c'est-à-dire se méfier de tout le monde, à une culture de l'attention aux autres. Ça, je trouve que c'est des idées très intéressantes. Il y a aussi tous les courants afroféministes qui ont beaucoup parlé de ces sujets-là, en fait, comment l'engagement politique, ça doit être quelque chose dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens accueilli. Et ça, vraiment, quand on fait l'histoire de l'engagement politique, notamment dans le mouvement ouvrier, les syndicats, c'était des endroits où tu allais pour recevoir des coups de main, pour recevoir de l'entraide, pour recevoir du soutien, y compris moral. Donc en fait, le fait que les organisations politiques ou associatives ou syndicales actuellement dégradent les gens psychologiquement, bah c'est sûr que ça fait pas envie, et que les gens n'ont pas envie d'y aller. Ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans des endroits violents où ils peuvent se faire humilier, ils peuvent se sentir mal, voilà. Ils peuvent prendre des coups,
je pense qu'il faut vraiment revenir avec cette idée que l'organisation politique, ça doit être un lieu de vie dans lequel on a des intérêts à venir, quoi. Et ça, on en vient à l'autre dimension de notre critique des partis politiques, qui est la dimension, on va dire, un peu plus macro. C'est que pour arriver à mettre en place des organisations dans lesquelles on se sente bien, eh ben, il faut sortir de l'obsession des élections. Si, en fait, des organisations comme la France Insoumise peuvent avoir des côtés maltraitants et très centralisés, c'est parce qu'elles sont liées, par exemple, dans le cas de la France Insoumise, au scrutin présidentiel. Ça, c'est le politiste Samuel Hayat qui l'a montré dans une note de blog récemment, après la sortie du livre. Il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, la fin justifiant les moyens, ou en tout cas les moyens étant liés à la fin, quand tu es obsédé par une élection qui a lieu tous les 5 ans et dans laquelle on doit mettre toute son énergie, c'est vrai que le soin aux autres, je comprends que ça puisse être une question secondaire. Alors je comprends, je cautionne pas, parce que moi je pense qu'à long terme, ça reste très mauvais, ça crée des rancœurs. On voit bien que le fonctionnement de la FI a fait plein de gens qui sont soit très dégoûtés, soit très en colère. Donc moi, je pense que c'était une mauvaise stratégie de maltraiter les gens dans tous les cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lié à la structure de pouvoir dans laquelle tu veux te fondre. Donc l'obsession des élections, on voit bien que par exemple, dans le cas des partis comme le PS et le PCF, eux, leur obsession, c'est plutôt les élections locales. Parce qu'en fait, ils ont des mairies, ils ont des départements, c'est ça qui les fait griller. Désolé, mais au bout d'un moment, il faut revenir à ça. Et donc, en fait, leur obsession, à eux, c'est ça. Et ça crée un autre type d'organisation qui est fait de petits clans locaux, etc. Et franchement, c'est pas beaucoup plus enviable. Et en fait, pour prendre soin les uns des autres, pour faire des lieux de vie, comme je le disais, dans lesquels des gens de différentes classes sociales peuvent se retrouver et peuvent se sentir exister en tant que groupe, il faut se dégager de cet impératif des élections. Pourquoi parce que l'élection, parce que la politique, c'est pas que les élections. Voire même par moments, les élections, c'est vraiment pas de la politique. Dans tous les régimes autoritaires, il y a toujours des élections, elles ne servent plus à rien. Dans les entreprises du CAC 40, il y a énormément de consultations, de sondages, de machins, ça ne sert à rien. Bref, il faut savoir à un moment donné se dégager de ça. Et je pense qu'en France, on est particulièrement victime de cette espèce d'idée que tous les 5 ans, les choses pourraient changer complètement de base. Ce qui est arrivé, en fait, le fait qu'il y a un président avec un programme de transition avec le capitalisme, c'est arrivé seulement en 81, et en fait, en quelques mois, ce même président, François Mitterrand, avait renoncé à toute ambition de rupture avec le capitalisme. Alors après, on pourrait ergoter sur l'intérêt ou pas des élections, c'est un vieux débat du mouvement ouvrier, mais moi ce que je dis juste, c'est que si on veut faire des organisations politiques accueillantes, basées sur de l'entraide, représentatives de la société, ou du moins accueillantes pour le plus possible de gens, eh bien oui, il faut rompre avec l'obsession des élections, et face à l'extrême droite, je pense qu'il faut s'organiser aussi dans des collectifs qui ne soient plus liés à des agendas électoraux. C'est mon cas dans ma ville de Saintes, et je peux vous dire que être avec des gens, faire des actions avec des gens, en sachant que les élections ne nous concerneront à aucun moment, ça diminue drastiquement le niveau de violence qui peut régner, puisque il n'y a pas de poste, il n'y a pas de places qui sont en jeu, il n'y a personne qui va préparer sa campagne. D'ailleurs, les ambitieux locaux ne s'investissent pas trop là-dedans parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt, et c'est tant mieux. Donc voilà, pour finir sur cet édito, nous, on ne veut vraiment pas mettre de côté la question de la violence en politique. C'est vraiment un des sujets qui nous anime, et même la façon dont on écrit, la façon dont on parle à Frustration Magazine, on essaie que ça soit lié avec cette idée qu'il faut diminuer le niveau général de violence pour les gens qui veulent s'engager politiquement ou qui simplement veulent changer la société. On essaie d'incarner à travers notre ton, à travers notre esthétique, à travers la façon qu'on a de parler. Et il nous semble que c'est un sujet passionnant, mais la façon dont il est traité par la meute médiatique, parce que vraiment j'emploie ce terme à dessein, parce que c'était vraiment un phénomène de meute, ou en tout cas de harcèlement collectif, ne nous aidera surtout pas. Les objectifs qui sont derrière, on les connaît, on les a décrits. Si on veut faire une critique de nos organisations, il faut la faire nous-mêmes et ne pas compter sur des journalistes de grands médias qui appartiennent à des milliardaires pour le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu avoir des éclaircissements. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire, c'est un sujet qu'on va continuer à traiter. Voilà, on est en attente de vos critiques, de vos suggestions. Et aussi, j'espère que ce nouveau format vidéo vous a plu. S'il marche bien, s'il vous plaît, on continuera d'en faire. Et évidemment, n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire ce travail en toute indépendance.